Laure l'a rappelé tout à l'heure en évoquant notre PSC, notre projet scientifique et culturel. Le musée Saint-Rémy entretient des liens étroits avec l'archéologie, ce qui explique notamment pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les liens du musée avec l'archéologie sont très anciens. Ils s'expriment aussi par le fait que nous avons récemment changé de nom, puisque l'ancien musée des Antiques est devenu, par délibération du conseil municipal, le musée d'archéologie de Toulouse. Et l'archéologie au sein du musée Saint-Rémy est déclinée sous plusieurs volets qui sont autant d'axes du PSC. L'un des axes de notre PSC, c'est la mise en valeur, la valorisation de l'archéologie en tant que discipline, mais il y a également l'archéologie régionale avec les collections dont je suis responsable. Les collections d'archéologie régionale sont constituées depuis un certain temps. Elles sont pour une bonne partie fondées sur des transferts de biens archéologiques mobiliers qui ont été réalisés depuis les années 1960 sous forme de dépôts qui ont été effectués par l'État, d'abord par la Direction régionale des antiquités historiques, puis par le SRA. Alors, pour vous donner une idée, ces dépôts de biens archéologiques mobiliers représentent aujourd'hui à peu près un tiers des objets qui sont inscrits sur nos registres réglementaires, soit environ 10 000 items, et la quasi-totalité de nos collections d'études. Les collections d'études étant ce qui n'est pas inscrit à l'inventaire, soit à peu près 1200 bacs de mobilier qui sont localisés dans nos réserves actuellement. Donc, la plupart de ces transferts de biens mobiliers archéologiques ont été réalisés à la suite d'expositions qui ont permis de mettre en valeur les découvertes récentes de l'archéologie. Vous en avez ici deux exemples. L'exposition Palladia Tolosa, qui a été organisée en 1988, et l'exposition Métropolis, organisée en 2007. Ces versements de biens mobiliers archéologiques ont permis au MSR de se positionner comme une institution muséale de référence pour la valorisation de l'archéologie régionale. Et aujourd'hui, ce positionnement doit s'appuyer sur une politique d'enrichissement des collections qui est dynamique et qui doit s'appuyer sur deux paramètres, deux nécessités. La première nécessité, c'est de rendre compte à travers la constitution des collections des découvertes archéologiques récentes. Et la deuxième nécessité, c'est de représenter un champ chronologique global, puisque auparavant, le musée Saint-Rémy était donc le musée des Antiques. Aujourd'hui, en tant que musée d'archéologie, il nous faut présenter la science archéologique de la protohistoire jusqu'au Moyen-Âge, et donc c'est ce que notre PSC exprime. La mise en place de cette politique de versement a donné naissance à un plan de travail conjoint que nous avons élaboré avec nos collègues du SRA et qui s'est déclenché par la relance des politiques de versement de biens mobiliers archéologiques entamées dès 2020. Alors, le plan de travail que nous avons mis en œuvre avec nos collègues du SRA, on va dire, repose sur deux orientations. D'une part, sur un chantier de régularisation des anciens dépôts de BAM qui ont été effectués au musée Saint-Rémy, et d'autre part, sur des versements d'opérations archéologiques plus récentes qui permettent aujourd'hui d'enrichir nos collections. Donc nous avançons sur deux volets concomitants et ce plan de travail conjoint se décline à chaque fois en trois étapes qui sont en partie concomitantes. Le premier volet consiste à identifier et cibler les OA qui vont faire soit l'objet d'une régularisation, soit l'objet d'un transfert nouveau. Le deuxième volet consiste à récoller et inventorier les biens mobiliers archéologiques en question. Et le troisième volet, que j'évoquerai à la fin de ma présentation, concerne le transfert de propriété, puisque ces objets sont destinés à être inscrits à l'inventaire du musée. Alors, le premier volet de notre travail en commun avec le SRA, c'est celui de la régularisation donc, de ces anciens dépôts de biens mobiliers archéologiques, des dépôts réalisés depuis les années 1960 et qui se sont accumulés de manière à constituer un véritable passif, à la fois un passif administratif et à la fois un passif sur le plan de l'inventaire.
Donc ce passif en fait n'est pas spécifique évidemment au musée Saint-Rémy, on le retrouve dans la plupart des musées archéologiques français et il s'explique de manière assez simple. D'une part parce que le fait du statut du mobilier archéologique n'a souvent pas été clarifié, les propriétaires n'ont pas été identifiés et donc le statut n'est pas réglé. Un autre point qui peut également expliquer ce passif, c'est celui des transferts partiels de mobilier, puisque le musée Saint-Rémy, comme de nombreuses institutions en France, a pratiqué une politique de sélection de mobilier ciblé, de manière à pouvoir valoriser ce qui, sur le plan patrimonial, méritait peut-être plus d'être valorisé. Et dans le cas qui nous occupe, le problème est redoublé par l'orientation ancienne du musée, qui donc, jusqu'à récemment, était un musée d'antiquité en fait. Donc il y a vraiment une dissociation des ensembles cohérents que forment les opérations archéologiques de manière à sélectionner juste ce qui méritait d'intégrer les collections du musée. Alors un autre problème important qui a engendré ce passif, c'est la distinction qui a été opérée par les responsables de collection, et là aussi qui peut s'entendre tout à fait, entre ce qui a été inscrit sur l'inventaire et ce qui est resté placé en collection d'études. Donc là aussi, ça s'explique très bien pour les raisons que je viens de présenter. Donc le fait que les objets datés de l'Antiquité soient inscrits sur l'inventaire parce qu'en concordance avec la ligne scientifique du musée et le reste donc passe en collection d'études. Et l'autre explication, évidemment, elle est plus d'ordre logistique, c'est que l'inscription à l'inventaire a des implications très lourdes en termes de gestion du mobilier, puisque quand un objet est inscrit à l'inventaire, il faut le récoller. Donc l'inscription de quantités très importantes de biens à l'inventaire a des conséquences en fait pour les activités des gestionnaires de collection. Et donc, de manière générale, dans les musées archéologiques, il y a toute une partie en fait, des mobiliers qui sont transférés, qui ne sont pas inscrits à l'inventaire, parce que c'est trop contraignant du point de vue de la gestion quotidienne. Bon, alors, je pourrais continuer à énumérer les causes de ce passif. Il y a aussi évidemment le fait qu'il n'y a pas de protocole précis qui a été mis en œuvre pour les versements de mobilier, c'est-à-dire que parfois vous avez des opérations qui ont été entièrement transférées avec une convention de dépôt, parfois il n'y a pas de convention de dépôt, donc les transferts ont été effectués de manière plus ou moins informelle. Et un autre problème qui vraiment, je pense, a pas aidé la régularisation progressive de cette situation, c'est le fait que les données entre le musée Saint-Rémy et le service régional de l'archéologie, et de manière générale les opérateurs et les musées, ne sont pas interopérables. Il y a un problème d'interopérabilité des systèmes et du coup, il n'y a pas de transmission de l'information, les données se perdent. Je pense que c'est également, il faut bien l'admettre, lié à des différences de pratiques professionnelles. Par exemple, la notion d'opération archéologique, elle est très importante pour les opérateurs, pour le service régional de l'archéologie, mais dans les musées, pendant une époque très longue, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on ne raisonne pas tellement en termes d'opérations archéologiques qu'en termes de sites. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément la connexion entre un mobilier donné et telle ou telle opération archéologique, ce qui fait qu'on va perdre des informations administratives qui ensuite peuvent nuire à la régularisation de la situation. Donc, tout ça pour vous dire que cette situation produit des conséquences qui sont fâcheuses en fait pour les collections. La première conséquence, c'est que l'absence donc de transfert de propriété qui est induit par ce passif empêche l'inscription des biens à l'inventaire réglementaire. Ce qui est fâcheux simplement sur le fait que c'est la conclusion logique, on va dire, de la chaîne de traitement du mobilier. Les mobiliers archéologiques, lorsqu'ils intègrent un musée, sont destinés à être inscrits à l'inventaire. Et ce qui s'explique aussi par le fait que le statut Musée de France, le label Musée de France, est la protection juridique la plus forte qu'on puisse offrir en fait, à des biens. Donc, en l'absence de transfert de propriété, parce que le régime n'est pas réglé, on ne peut pas inscrire les biens à l'inventaire, ce qui donc conduit à des situations de vulnérabilité sur le plan de la protection juridique. Et l'autre point qui relève plus de la gestion courante, c'est que comme les biens ne sont pas inscrits à l'inventaire, eh bien, ça induit une procédure très lourde en termes administratifs, parce qu'on est obligé de solliciter le service régional de l'archéologie pour, par exemple, procéder à des restaurations.
donc ça passe par des demandes d'autorisation, des envois de courrier, donc tout un processus très long. On sollicite également les responsables d'opération et c'est vrai également pour l'accès des collections aux chercheurs. Or, on a vraiment une politique d'ouverture ici au musée et notre objectif c'est de rendre les collections accessibles aux chercheurs et il y a toute cette chaîne en fait de demandes qui se trouve retardée par le non-transfert de propriété. Alors, bon, quelle stratégie face au passif? Nous, on a mis en œuvre une stratégie ici depuis 2020, en allant assez brièvement. Donc, le premier point, en fait, à mettre en œuvre, c'était d'effectuer un bilan de la situation pour savoir concrètement qu'est-ce qui avait été transféré, en quelle quantité, dans quelles conditions. Donc, pour vous donner une idée, on a... essentiellement moi, au cours de mon stage au musée Saint-Rémy, j'ai effectué un stage, un repérage, on va dire, des OA qui ont été transférés. Et ce sont environ, je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce qu'il y a des OA qui ne sont pas formellement identifiés, mais environ 150 OA qui ont été versés depuis les années 1960. Donc c'est une quantité assez importante. Des OA qui ont donc été ou non officialisés par une convention de dépôt, c'est pas toujours le cas. Et donc au cours de cette première opération de bilan, l'un de mes objectifs c'était aussi de délimiter les ensembles de BAM qui avaient été versés pour chaque opération, de manière à pouvoir reconnecter tel OA à tel volume de collection. Alors évidemment il ne s'agissait pas de faire un pointage pièce à pièce, c'était pas possible en fait en des termes contraints et de manière générale, je pense qu'à cette étape du travail, ce n'est pas souhaitable, mais il s'agissait de pouvoir définir les contours en fait, des versements pour pouvoir ensuite régulariser. Et au cours de cette opération bilan, j'ai également effectué des recherches préliminaires sur le statut juridique du mobilier, sans forcément mettre la main sur les actes qui permettent d'identifier le propriétaire du terrain, ce qui joue en fait en cas de propriété partagée, mais en trouvant des actes d'autorisation anciens de prescription de fouilles, notamment des conventions de fouilles qui permettent en fait d'avoir une idée de vers qui s'orienter pour aller régulariser la situation. Donc ça, c'est la première étape de ce travail de régularisation du passif. La deuxième étape, mais qui est réactivée en fait à chaque fois qu'on entreprend une régularisation, c'est un ciblage spécifique d'une ou de plusieurs OA qui sont à un moment donné choisis pour faire l'objet d'une régularisation parce qu'évidemment on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc comment va se faire le choix dans cette étape-là du travail? Alors nous, on a procédé de deux manières. On a réfléchi à partir de l'actualité de la recherche archéologique et de l'opportunité des projets qui se développent ou qu'on va voir venir progressivement pour pouvoir en fait lancer une opération de régularisation qui est connectée donc à ces deux développements-là. Et puis évidemment, le deuxième paramètre qui joue dans le ciblage des opérations, ce sont les perspectives de développement du musée, parce que il peut être pour le musée plus intéressant de régulariser telle opération parce que la gestion du mobilier va pouvoir nous apporter une plus-value sur le plan de la valorisation des collections. Et donc la troisième étape qui est lancée à partir du moment où le ciblage de l'opération est effectué, c'est une étape d'inventaire-récollement qui est effectuée par opération archéologique. Alors, donc, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire sur la régularisation des dépôts et en particulier sur le fait que la régularisation est parfois fondée sur une opportunité, je vous donne l'exemple de l'exposition Visigoth au Roi de Toulouse que nous avons donc organisée en 2020 et qui a été véritablement l'opportunité d'aller reprendre les données de fouilles, issues des fouilles donc, de Daniel Chad et Raphaël de Filippo sur le site de l'hôpital Larrey en 1988-89. Donc évidemment, il y a tout un travail de réflexion qui a été mené sur les données pour l'organisation de l'exposition, pour la rédaction du catalogue, et l'organisation de l'exposition a ensuite donné lieu à déclencher une opération d'inventaire qui a été menée donc au SRA et au musée Saint-Rémy en parallèle. Donc au SRA, l'opération d'inventaire est toujours en cours, elle a été lancée en 2021, et au musée Saint-Rémy, l'intégralité des BAM qui ont été transférés pour l'opération, pour en fait ces deux opérations effectuées sur le site de l'Arrêt, ont été récollés. Donc ce sont à peu près 320 items qui ont été récollés au musée Saint-Rémy. Donc là, on a vraiment un bon cas d'opportunité qui donne lieu à une régularisation du passif. Et donc d'ailleurs, vous le savez sans doute, mais au deuxième étage, vous pouvez aller
vous pouvez aller admirer certains de ces biens mobiliers archéologiques qui sont exposés dans les vitrines de la section consacrée à l'Antiquité tardive. Alors, un deuxième exemple qui est plus récent, qui est vraiment en cours, c'est celui du PCR Toulouse, consacré à Toulouse et l'isthme aquitain, et qui est spécifiquement dédié à la culture matérielle de l'Antiquité tardive. Un PCR qui est porté par Joachim Le Baumin, qui est financé par la DRAC et par la région, qui a été lancé en 2021 ou 2020 et qui continue cette année. Et donc là, c'était extrêmement intéressant pour nous et pour le SRA parce que le projet, le PCR, implique de reprendre toutes les données des grandes fouilles qui ont été réalisées au cours des années 90, notamment les fouilles menées au cours des chantiers du métro, donc métro Esquirol, parking Esquirol, métro Capitole. Donc là, il y avait vraiment une opportunité pour nous d'aller régulariser des opérations qui, en plus, avaient fait l'objet d'un versement intégral. Parking Esquirol, on a tout le mobilier au musée, métro Capitole également. Donc ce qu'on a fait, c'est que en concertation avec nos collègues du SRA, avec qui on a échangé, parce que là, il y avait une reprise du PCR en septembre, on a décidé d'enclencher une mission d'inventaire, en l'occurrence pour la céramique, en commençant évidemment par une opération donnée, parce que c'était pas possible de tout traiter d'un coup. Donc là, en ce moment, vous avez une céramologue qui est intégrée au PCR, Fanny Bellet, qui fait un travail d'inventaire global de la céramique du métro Esquirol dans nos réserves, qui évidemment s'accompagne d'une étude approfondie des céramiques de l'Antiquité tardive, parce que c'est plus spécifiquement l'objet du PCR, mais en tout cas ça donne lieu à un inventaire qui ensuite va pouvoir nous servir à régulariser et qui va s'intégrer dans un inventaire plus global de tous les BAM de l'opération archéologique et des autres opérations. Donc, en gros, ce que je voulais dire avec cette partie un peu fastidieuse du passif, c'est que le chantier de régularisation, c'est quelque chose de très long, c'est un travail de longue haleine, mais ce n'est pas mission impossible. Et si on sait saisir les opportunités et si on sait s'adapter au plan de charge des personnels, donc des musées et du SRA, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, en fait, il faut mettre en œuvre un plan de travail qui est à la fois planifié, mais souple, de manière à ne pas programmer les choses sur le long terme, parce que sinon, trop sur le long terme, sinon, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Donc, j'arrive maintenant sur des choses un petit peu plus réjouissantes, peut-être, les transferts de nouvelles opérations. Après le passif, donc, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième axe de transfert de politique de transfert du mobilier, c'est donc la présentation d'opérations archéologiques plus récentes pour lesquelles nous n'avons dans nos collections rien à l'origine et que le SRA nous transfère de manière à ce qu'on puisse donc les intégrer à nos collections. Donc, je pense que le premier exemple que je peux vraiment présenter sans trop rentrer dans les détails, en plus j'oserais pas alors qu'il y a eu une communication sur SAIS, même si c'est pas la même opération, mais c'est vraiment ça qui a relancé la politique des transferts de mobilier chez nous, c'est la nécropole des Boulbènes des Vitarelles à SAIS, qui a donc donné lieu à qui a été fouillée en 2018, pour laquelle on a découvert des mobiliers absolument exceptionnels et qui ont fait l'objet d'un dépôt provisoire de la part du SRA pour être présenté dans l'exposition Visigo. Et donc là, c'était extrêmement intéressant parce que ce dépôt temporaire qui a donc été effectué pour un événement en particulier a donné lieu à un dépôt qui est toujours temporaire mais renouvelé. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de présenter ces mobiliers au sein du parcours permanent. Là, je vous ai mis une petite vue de la vitrine, toujours au deuxième étage. Et là, je pense que c'est vraiment un cas emblématique de ce qu'il faut chercher à faire en termes de versement archéologique, c'est-à-dire cibler des opérations récentes avec des objets qui viennent d'être découverts ou alors qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps pour diffuser l'actualité brûlante de la recherche. Et ça permet également, je pense, de sensibiliser le public, le grand public à l'archéologie préventive qui se rend compte qu'en fait, ça vient de sortir de terre. Donc c'est extrêmement impressionnant pour les gens. Donc, SAIS marque le début d'une politique de nouveau versement. Et pour vous donner une idée, ça n'a pas été le seul exemple. En 2021, on nous a transféré 3 opérations archéologiques qui ont été traitées. Puis Salin, donc une petite opération dont Jean Catalot était le responsable. On a également perçu le mobilier de la cité judiciaire, les phases 2 et 3, qui ont également été traitées au musée, et également le mobilier de la nécropole du Mouroux. Et donc,
ce qui vient pour cette année, pour la fin d'année 2022, ce sont 3 nouvelles OA, avec cité judiciaire, la première phase de fouille, le mobilier de la fouille de l'hôtel Saint-Jean, fouillé donc en 2004 par Didier Rigal, et on a également un transfert prévu des mobiliers de l'école d'économie. Donc en fait tout ça suit son cours, et en 2021 nous avons donc reçu 3 OA, on en perçoit encore d'autres cette année, ce qui permet qui contribue encore à enrichir nos collections. Sur l'enrichissement des collections, juste, les biens mobiliers, une fois qu'ils sont transférés, sont récollés. Ils peuvent être récollés ou inventoriés selon les situations par la conservation, donc le personnel du musée, ou par des spécialistes missionnés pour l'occasion. Et ça a été notamment le cas de Jérôme Hernandez, qui a été missionné au cours d'une mission d'ailleurs en 2 volets, qui se poursuit actuellement, mais qui a commencé l'année dernière, pour réaliser un inventaire et une étude approfondie des mobiliers de la nécropole du Mouroux, qui ont été découverts donc en 2004-2005. Donc on est encore sur une fouille récente. Donc le premier volet de sa mission consistait à établir un inventaire qui soit normé et qui corresponde à nos critères d'inventaire, puisque nos critères d'inventaire en Musée de France sont un peu différents de ceux qui sont utilisés par les opérateurs et par le SRA. Et le deuxième volet qui se poursuit actuellement consiste plutôt à une étude approfondie scientifique du mobilier, l'établissement d'un catalogue et la mise à niveau de la documentation graphique et visuelle qui, in fine, va permettre une publication destinée à apparaître dans les années qui viennent. Donc, vous avez donc bien compris, je pense qu'il y avait 2 axes, la régularisation et le transfert de nouvelles opérations. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une étape indispensable sur laquelle je vais un petit peu insister, c'est l'étape du récollement et de l'inventaire. Donc en fait qui varie selon les cas, parce que dans un cas vous avez un inventaire et donc c'est du récollement. Dans certains cas vous n'avez pas d'inventaire et il faut construire un inventaire ex nihilo. Donc les biens une fois transférés font l'objet d'un travail de récollement et d'inventaire qui est un travail, comme je viens de dire, indispensable. D'une part parce que dans le cas où il n'y a pas d'inventaire, il est nécessaire d'établir un inventaire rétrospectif pour ensuite pouvoir statuer sur le statut du mobilier et in fine effectuer le transfert de propriété. D'autre part, lorsqu'il y a un inventaire, qu'il s'agisse de l'inventaire de fouille, de l'inventaire du SRA, il faut forcément effectuer un récollement de manière à vérifier la consistance des ensembles transférés, parce qu'on ne va pas inscrire à l'inventaire des biens dont on ne sait pas s'ils sont physiquement présents au musée. Donc c'est une étape qui est importante pour cette raison. Troisième point indispensable, c'est que le travail de récollement effectué permet de constituer un inventaire réglementaire qui soit aux normes justement des exigences de la réglementation Musée de France, puisqu'encore une fois, il y a une distinction entre l'inventaire réglementaire musée et les inventaires utilisés au cours des autres étapes de traitement du mobilier. Le quatrième point important et qui est donc qui est un objectif poursuivi dans le cadre du travail de récollement, c'est le fait d'aller chercher les biens qui sont en danger, vulnérables, pour pouvoir programmer des campagnes de restauration. Donc d'une certaine manière, on s'inscrit en fait dans la continuité de la démarche du SRA qui isole les biens qui sont vulnérables de manière à les protéger. Donc il y a aussi cette idée d'aller pouvoir protéger des biens qui seraient en danger pour pouvoir les faire restaurer, évidemment avec autorisation du SRA, si jamais besoin au moment de leur entrée au musée. Et donc le dernier point, mais qui n'est pas anodin, c'est que ce travail de récollement permet également de repérer des biens qui sont des biens remarquables sur le plan scientifique. Bon, en général, ils ont été repérés par les responsables d'opération, mais également sur le plan patrimonial. Bon, alors ça paraît rien, mais je pense qu'il y a quand même une différence de prisme entre peut-être les conservateurs de musées, les conservateurs d'archéologie, les responsables d'opération, dont il faut avoir conscience et qui fait qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes critères de sélection du mobilier. Donc le fait d'aller rebalayer la collection au moment où elle entre dans les murs du musée, ça permet de faire une sélection supplémentaire par rapport à ce qui a déjà été, présélectionné, on va dire.
Donc, et alors, là, je ne vais pas détailler parce que sinon ce serait vraiment compliqué, mais donc l'inventaire et le récolement comme c'est une étape extrêmement importante, et j'ai dit tout à l'heure que le fait qu'il n'y ait pas de protocole au moment des transferts posait problème et générait un passif, la reprise des transferts en 2020 a donné lieu à une réflexion qui a conduit à l'élaboration d'un protocole de récolement et d'inventaire des biens qui a été conçu en interne dans un dialogue en fait entre l'équipe de la conservation et l'équipe des ressources documentaires. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le protocole est accessible puisqu'il est publié sur le carnet de recherche du musée. C'était une manière aussi de diffuser nos travaux auprès des collègues et puis de voir si on a les mêmes réflexions, on se pose sans doute les mêmes questions, et puis d'apporter aussi des propositions de réponse. Moi aussi, ayant échangé avec des collègues, on m'en a apporté certaines et c'est venu nourrir justement cette réflexion. Donc c'est une manière de faire un peu avancer le débat sur la manière dont... Voilà. Donc c'est une manière de partager un peu nos réflexions. Et donc, bon, l'intérêt de ce protocole, que je ne détaille pas, c'est qu'il peut être utilisé dans tous les cas de figure rencontrés. Alors, sans doute, il va y avoir des mises à jour à effectuer. On va se rendre compte qu'il y a une situation qu'on n'avait pas prévue et du coup, il faut changer un petit peu. Mais en gros, c'est un document qu'on peut utiliser dans le cas d'un inventaire inexistant, dans le cas d'un récolement, dans le cas d'un inventaire SRA, dans le cas d'un inventaire de fouilles. Et en fait, dans tous les cas, on essaie de s'adapter pour proposer justement un support qui puisse être activé à chaque fois qu'il y a un transfert de mobilier, peu importe la situation initiale du mobilier. Bon, alors en gros, l'objectif de cet inventaire, c'est il repose sur 3 principes. Le premier principe, c'est d'intégrer systématiquement les données préexistantes de manière à limiter la perte d'informations. Donc j'ai déjà expliqué tout à l'heure qu'il y avait un problème qui se posait, c'était celui de la non-interopérabilité des bases de données. Et du coup, là, on a vraiment eu à cœur, en concevant cet outil, de créer un outil qui permette d'intégrer justement tout ce qui avait été produit avant en termes d'information, et ça passe notamment par les anciens système d'inventaire. Ça veut dire qu'on va reprendre, on va calquer notre propre inventaire sur celui qui a déjà été élaboré avant. Bon, le deuxième principe qui est au cœur de ce protocole, c'est un principe qui vise à concilier les impératifs liés à la gestion du mobilier. En gros, c'est très contraignant, on a beaucoup de volume, ce ne sont pas les mêmes problématiques que dans un musée de beaux-arts, évidemment, qui se posent, et en même temps, concilier cet aspect contraignant-là avec les contraintes de la législation Musée de France, avec des normes spécifiques pour l'inventaire qui sont fixées par un arrêté de 2004, par la loi de 2002, etc. Donc du coup, ça donne naissance à un système un peu hybride où, par exemple, on va conserver le système d'inventaire isolat mobilier non isolé qui s'accorde extrêmement bien avec une gestion des collections archéologiques en volume, mais en même temps on va construire un inventaire normé qui est un peu plus poussé pour les isolats, avec par exemple une prise de dimension systématique, des prises de vue, des constats d'état détaillés qui permettent aussi de dresser un état du bien au moment où il entre dans la collection, ce qui est très important sur le plan réglementaire. Et c'est peut-être, je pense, la partie la plus innovante, je ne sais pas, hein, mais là où il y avait un vrai enjeu, je pense, c'est qu'au moment de concevoir ce protocole, on a vraiment réfléchi sur comment intégrer les contraintes qui ne sont pas spécifiques à la conservation, mais qui sont propres aux autres activités qui gravitent autour des collections, et en l'occurrence aux activités liées à la documentation et à la valorisation numérique. Donc, ce qu'on fait au moment où on récolte, en activant ce protocole, c'est qu'on va respecter, par exemple, des normes de saisie qui ne sont pas spécifiques au récolement lui-même, mais qui par contre vont permettre la migration des données sur notre base de données et ensuite un versement sur la base Joconde, qui est le catalogue collectif des collections des musées de France. C'est-à-dire qu'en s'astreignant à respecter des normes au moment où on saisit les données et au moment où on effectue le récolement, on s'épargne du temps en fait, perdu ensuite dans le reformatage des données. Et ça, c'était vraiment un point essentiel
de notre travail. Bon, alors du coup, voilà. C'est juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, hein, mais j'ai bien conscience du fait que vous ne voyez pas. En fait, on travaille sur, sur un tableur Excel, on produit des données qui ensuite sont versées donc, sur la base micromusée, et ce que vous voyez peut-être... Ouais, on voit vraiment rien. Hein. Ce que vous voyez vraiment en bas, c'est une notice de la base Joconde in fine. Donc, mais ça, c'est au moment où le transfert de propriété sera effectué, les données pourront être versées donc sur la base en ligne du ministère. Donc, pour conclure sur ce protocole d'inventaire, c'est un outil qui est un outil pivot et qui permet de gérer, enfin d'assurer la transition entre la gestion des BAM par les opérateurs de terrain, par les acteurs de terrain que sont le SRA donc, et les opérateurs, et par le musée. C'est en même temps un outil qui vient concilier des pratiques, des contraintes logistiques et des contraintes réglementaires. Et surtout, c'est un outil qui va nous permettre de standardiser nos pratiques, ce qui est notamment très important dans le cas où le travail est effectué par un intervenant extérieur, de manière à éviter la constitution d'un nouveau passif. Le fait de toujours faire la même chose fait qu'à un moment, on saura comment ça a été fait. C'est un peu l'idée. Et bon, alors voilà, le protocole vient également pallier d'une certaine manière le problème de la non-interabilité des systèmes, mais ne le résout pas. Et de toute manière, vous êtes tous, je pense, vous avez bien tous en tête le fait qu'il y a une vraie réflexion qui est déjà engagée, mais qui doit continuer de se faire sur le fait de rendre nos systèmes interopérables, parce que c'est vraiment un problème, on perd du temps à chaque étape de traitement du mobilier. Donc là encore, la question se pose et on a trouvé des solutions qui viennent un peu pallier le problème sans vraiment le résoudre. Et donc, et là, ce n'est pas... Ouais, de toute manière, j'ai fini, c'est pour ça, c'est ma conclusion, parce que le transfert de propriété n'est pas mon volet en particulier, mais néanmoins, je veux en parler parce que c'est vraiment, ça fait partie donc d'un plan en 3 volets, et c'est le 3e volet qui est très important pour nous, donc qui est plutôt, on va dire, à la charge du SRA, mais qu'on a bien ensemble intégré dans notre calendrier. C'est le volet administratif et juridique des transferts de biens mobiliers archéologiques, parce que bon, encore une fois, mais je pense que vous l'avez compris, comme on fonctionne plutôt sur des versements d'OA anciennes, c'est-à-dire antérieures à la loi LCAP et à ses décrets, on est toujours sur un régime de partage du mobilier. Donc il y a des démarches qui sont très longues, d'identification du propriétaire, de notification du propriétaire, etc. Donc ça, c'est vraiment un volet qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut pleinement intégrer dans son calendrier. Bon, la bonne nouvelle, tout de même, et je le signale, c'est qu'en ayant effectué des recherches préliminaires donc sur l'identité des propriétaires des terrains concernés pour les opérations qu'on touche, en fait, dans 99% des cas, ce sont des personnes publiques qui sont donc la ville de Toulouse, le département, la région, parfois, enfin même souvent d'ailleurs, c'est l'État. Donc évidemment, il faut un acte officiel pour confirmer cette présomption, mais ce que ça veut dire en substance, c'est on n'aura a priori pas trop de problèmes sur la régularisation du statut, enfin en tout cas je l'espère. Et donc ce qui est possible, une fois que le statut du mobilier a été notifié, c'est d'effectuer un transfert de propriété entre personnes publiques, donc ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en œuvre. Oui, là où je voulais vraiment insister, c'est que on a tous intégré que ce volet-là devait être mis en œuvre en même temps qu'on fait le travail d'inventaire et de récollement. Donc là, par exemple, c'est ce que nos collègues font pour le Moureau, qui a fait l'objet d'un inventaire chez nous. Et donc là, le SRA travaille sur la régularisation. Et donc, on a bon espoir que d'ici quelques mois, cette collection puisse intégrer en fait nos propres collections. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans la perspective d'éviter la constitution finalement d'un nouveau passif. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'ensuite, on va nous mettre à la porte.